Hasta ayer. Mira, ahí dijo él no pierde nunca. Soy de Panamá. Je suis originaire du Panama. Ça fait 38 ans que je suis installé au Costa Rica. Je suis arrivé ici pour pêcher la langouste, une vie de pêcheur. J'ai commencé à aller en mer à l'âge de 9 ans. J'en ai 66 aujourd'hui. Dans un mois, j'en aurai 67 et je vais toujours en mer. Yeah, about 4 or 5 of them. Okay. Moi, je voulais que mes enfants étudient. Je leur ai même déconseillé d'aller en mer. Enfin, pour y travailler. Parce qu'aujourd'hui, si on n'étudie pas, on n'a rien. Moi, si j'avais étudié, je ne serais pas en mer aujourd'hui, parce que c'est dangereux. Celle-là, elle a des œufs. On va la laisser dans un as le temps qu'elle ponde. Même si c'est un bon travail, moi, je voulais pas qu'ils marchent sur mes pas. Je voulais qu'ils étudient pour devenir, je sais pas moi, enseignant ou docteur, quelque chose comme ça. Mais bon, la pêche leur a plu, alors il a bien fallu l'accepter. Être pêcheur, c'est un travail digne et honnête. On ne vole personne. Les gens pensent tout de suite qu'être pêcheur, c'est pas grand-chose. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que je sais que je suis en train de travailler honorablement. Donc voilà, c'est un métier qui a plu à mes enfants, alors ils sont les bienvenus. C'est un bon travail au final. Depuis que je vis ici sur la côte, je n'ai jamais eu affaire aux Indiens. Quand j'étais au Panama, il y avait une sorte de tradition avec les Noirs d'un côté et les Indiens de l'autre. On n'avait pas vraiment de relation, on va dire. Enfin si, quand même. Quand on pêchait, ils prenaient le poisson et en échange, ils nous donnaient des légumes. Oui, je me souviens. On arrivait avec le bateau plein de poissons et on repartait avec le bateau chargé de légumes. C'était l'accord qu'on avait avec eux. De ce côté de la frontière, les Indiens se nomment Bribri ou Cabecares. Ils vivaient à l'origine le long des côtes, mais l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle a complètement bouleversé leur organisation. Les indigènes se sont alors repliés dans les terres, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt, dans les montagnes. Aujourd'hui, ce sont les Métis qui occupent les côtes. Provenant à l'origine des îles juste en face, comme Haïti ou la Jamaïque, les Caribéens ont apporté avec eux une culture, un art de vivre, des pratiques et des techniques alors inconnues des habitants. Enfin ici, on essaye de prendre soin des récifs, car tout le monde en bénéficie en réalité. C'est aussi pour que mes petits-fils puissent grandir en sachant ce qu'est un récif, ce qu'est un corail, ce qu'est un vivano ou une langouste. C'est primordial d'en prendre soin. En approchant des contreforts de la cordillère de Talamanca, la plus haute chaîne de montagnes d'Amérique centrale, je traverse les inévitables exploitations intensives de bananes qui normalisent le paysage et polluent l'environnement de leurs épandages chimiques.
L'autre culture dominante de la région est le cacao. Et il existe encore, ici ou là, quelques petites fermes traditionnelles et familiales cultivant la légendaire cabosse. La consommation du cacao est tellement mondialisée de nos jours qu'on a oublié que cette plante, bénie par les dieux indiens, ne poussait qu'en Amérique centrale. C'est en effet depuis les pentes douces de ces coteaux idéalement exposés et grâce à une hydrométrie parfaite que les précieuses fèves envahirent le monde pour devenir chocolat. Avant, toute cette zone était du pur cacao. Ensuite, tout a disparu à cause de la maladie du cacaoyer. C'est à cause des Américains qui ont jeté des substances chimiques pour faire mourir tous les plants et ainsi racheter les exploitations à bon prix pour cultiver des bananes. C'est terrible, n'est-ce pas? Je passe tous les 15 jours et je coupe les cabosses qui sont bien mûres. On les coupe, on les ouvre, on les met dans des caisses, on les nettoie bien, puis commence la fermentation. Les 2 premiers jours, on laisse reposer et on ne touche pas du tout le cacao. On contrôle la température de fermentation et on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de poche d'air. Puis on commence le brassage durant 4, 5 ou 6 jours en fonction du goût du client. Après la fermentation, on passe au séchage. On commence par étaler en couches épaisses, car il continue à fermenter quelque temps. Et toutes les heures, on doit venir le brasser. Si vous voulez un bon produit et qu'il y a un soleil comme aujourd'hui, il faut compter 15 jours de séchage. Quand je prends le cacao dans le creux de la main et que je le sens, il ne doit pas sentir l'humidité, le mouiller. Il doit avoir l'odeur d'une fleur. Quand il est comme ça, c'est que le cacao est parfait. Cacao perfecto. Je pense vraiment continuer dans le cacao maintenant. J'ai une fille et une petite fille et j'espère que lorsque je ne serai plus, ma petite fille prendra la relève pour perpétuer la tradition. Là, je ne veux pas vendre. Même si on m'apporte des millions, moi je ne vends pas. C'est mon père et ma mère qui m'ont légué tout ça. Je dois poursuivre la tradition de famille. Maintenant, il y a quelques blancs qui s'y mettent, parfois des Indiens. Mais le cacao, ça a toujours été l'affaire des Noirs. Par ici, vous ne verrez pratiquement pas d'Indiens dans cette région, il n'y en a pas. Ils sont par là-bas, du côté de Bribri ou Sixaola. De ce côté-ci, il y a quelques basanés, et encore vous n'en trouverez pas beaucoup. En tout cas, des Indiens, non. Dans la zone, il n'y en a pas. Vous savez, pour construire le chemin jusqu'ici, on a dû arracher des arbres. Et quand j'ai vu ça, je me suis quasiment mis à pleurer. Moi, si je vois quelqu'un qui donne un coup de machette dans un arbre, c'est comme si on me frappait, parce que je les aime tellement, ces arbres. Le cacao me fascine.